BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille comme chaque jeudi à cette heure-ci Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Pour Marché Gagnant, votre sujet cette semaine. Retour sur l'expérience pédagogique qui est notre portefeuille parce que le mois de juin a été très utile. Utile peut-être, mais vu ce que vous nous aviez dit, pas très rentable, non ? Exact, mais quelque part, d'un point de vue pédagogique, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que jusqu'alors, notre portefeuille pouvait donner le sentiment qu'en bourse, on gagnait à tous les coups. Je rappelle qu'on l'avait lancé début 2021, qu'il avait affiché une hausse de 38% sur l'année 2021, comparé à une progression de 28% pour le CAC 40. Bon, mais depuis le début de l'année, ce même CAC 40 perd du terrain. Ouais, mais pas notre portefeuille. Et en fait, fin mai, on était encore dans le vert à plus de 1%, alors que le CAC 40 était en perte de près de 10%. Alors je rassure tout le monde, fin juin, c'est plus le cas. Nous sommes clairement rentrés en territoire négatif. Donc la leçon, c'est qu'on peut perdre de l'argent en bourse, c'est ça ? Bon, c'est pas très original. Ouais, pas très original peut-être, mais pas inutile non plus. Pourquoi ? Parce que quand vous vivez dans un environnement qui est stable pendant un certain temps, mais vous courez vite le risque de penser que cet environnement, il est immuable. Si vous voulez, je peux vous faire la liste sur d'autres secteurs. L'inflation est morte, a-t-on pensé pendant un certain temps ? Et puis, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Les taux d'intérêt sont bas. Les taux réels de l'épargne sont positifs. Autant d'éléments, en fait, qu'on a connus pendant des années et qui finissent par devenir des vérités dans notre esprit, alors qu'en fait, ce sont en pratique des choses totalement inexactes. Enfin, faut du temps. Et la dernière baisse de la bourse, elle n'a pas non plus 10 ans. C'est vrai, mais alors justement, si on parle de la baisse de la bourse, vous diriez que c'est un phénomène qui est quoi ? Qui est rare, qui est fréquent, qui est très fréquent ? Non, ni rare ni très fréquent, c'est fréquent. Ok, alors on va essayer de regarder tout ça. Alors si on parle de la baisse de la bourse, quelque part on est en train d'aborder des notions de prise de risque. Alors les professionnels, pour mesurer le risque, ils ont un indicateur, ça s'appelle la volatilité, et je le dis, je le répète, je ne l'aime pas. Dites à un particulier, tu as une vol de 17, il vous répondra sûrement que ça lui fait une belle jambe. Alors chez Marché Gagnant, et il n'aura pas tort. On dit que le risque doit se mesurer par le risque de perte sur un an. Pourquoi le risque de perte ? Parce que c'est palpable comme donnée, à la différence de mon 17 de vol. On dit par exemple qu'un portefeuille boursier équilibré, il peut perdre au maximum 39% sur un an. Et pourquoi on prend la référence d'un an? Parce qu'en fait, je fais de la bourse de manière patrimoniale et que la recommandation quand on fait de la bourse de manière patrimoniale, c'est de ne pas être collé à ses écrans à longueur de journée. Bon, et donc vous dites quoi, vous, rare, fréquent, très fréquent ? Alors je vous propose de regarder ça simplement, non pas par valeur, mais sur la base d'un portefeuille diversifié. Donc on va prendre le CAC 40 comme référence. Il a été lancé en base 1000. C'était fin 87, on voit aujourd'hui qu'on tourne autour des 6000. J'ai donc 34 années de performance, et sur ces 34 années de performance, je fais le bilan, 22 années de hausse, 12 années de baisse. Ça fait donc peu ou prou un ratio 2 tiers, 1 tiers, donc une année de baisse pour 2 années de hausse. Donc vous allez nous redonner de l'espoir, 2020 ayant été baissière, 2021 haussière, donc 2022 ? Et alors, je n'ai pas dit que le schéma, 2 années de hausse, 1 année de baisse en tendance longue. Mais c'est pas du systématique. Comme vous savez, il y en avait à l'époque de la déclaration de revenus, où on avait les couleurs qui changeaient tous les ans, et on retrouvait le bleu, on retrouvait le rouge, etc. Tout ça, ça servait en fait à ce que les dossiers fiscaux, les contrôleurs puissent vérifier que les dossiers fiscaux étaient bien gérés. Bref, c'est pas 2-1 systématiquement. Juste pour l'anecdote, puisqu'on regarde un peu dans le rétroviseur, le cycle haussier le plus long, il a duré 5 années, c'est-à-dire pendant 5 années la bourse a monté, c'était de 2003 à 2007, et le cycle baissier le plus long, il a duré 3 années, c'était les années 2000, 2001 et 2002. Bon, donc tout ça pour nous dire que la bourse, ça monte et ça baisse, quoi. Ouais, alors puisqu'on est là et qu'on essaie de dire des choses tangibles pour Choupinette, on dira, en moyenne, on a 1 année, 2 années de hausse et 1 année de baisse, mais ça ne se vérifie pas sur un cycle de 3 ans. Donc vous vous dites pas le marché a monté pendant 2 ans, donc il faut que je sorte, ce serait trop simple. 2, on rappelle, le risque de baisse maximum qu'on a sur un an, c'est moins 39%. Bon, et le nôtre, il baisse de combien depuis sur le mois de juin là ? Mois de juin, environ 10%.
environ 10%. Ça fait quand même pas mal. Ouais, et ça nous met à une performance de moins 9 depuis le début de l'année, un chiffre que l'on peut comparer au moins 17 du CAC 40 sur la même période. Bon, et on fait quoi du coup? Alors déjà, on ne s'affole pas. Pourquoi ? Parce qu'on sait que le phénomène de baisse est un phénomène traditionnel en bourse et généralement peu prédictif. Donc, quelque part, on accepte, en allant en bourse, de pouvoir perdre une fois sur 3. Ensuite, on va essayer de comprendre le pourquoi de la performance. On va le faire en se regardant le nombril d'abord et ensuite en s'ouvrant l'esprit. Alors, Cédric, lorsque l'on a créé le portefeuille, on a cherché à équipondérer les lignes, c'est-à-dire à mettre le même montant sur chacune. Pourquoi, à votre avis ? Pour équilibrer le risque? Ok, mais pas seulement. Je vais vous dire, on le fait aussi par fainéantise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la gestion d'un portefeuille boursier, il y a plusieurs jobs. Il y a celui qui passionne les foules, c'est de choisir les valeurs. Ça, tout le monde a envie de le faire. Et d'ailleurs, désormais, dans notre portefeuille, après le tirage au sort initial, c'est désormais la communauté qui choisit les titres. Mais il y a un boulot aussi d'analyse et de contrôle, et là, il y a moins de candidats. Alors, quand vous faites ce boulot, l'équipondération, elle est un atout. Pourquoi ? Imaginons, vous avez 2 titres, A et B, qui sont équipondérés. Quand vous regardez sur un site internet votre liste de titres et que vous voyez que l'un progresse de 3% et que l'autre baisse de 3%, vous savez qu'au total, vous êtes à 0. Si en revanche, vous n'avez pas la même quantité de l'un et de l'autre, vous avez beaucoup plus de mal à déterminer votre performance. Donc vous nous dites que vous êtes obligé de recourir à un tableau Excel pour faire vos calculs, sachant que dès le départ, nous n'avions pas pu être équipondérés en raison du cours des actions, parce que quand on met 900 € sur Christian Dior et que le titre est à 500 €, c'est pas facile. Exact. Et autre leçon majeure de notre exercice, quand vous ne faites rien, votre profil change. Si vous commencez un portefeuille en mettant 10 lignes parfaitement à 10% et que vous ne faites rien et que vous regardez votre portefeuille 6 mois plus tard, vous constaterez que vous aurez des lignes qui seront à 5, 6 ou 7% et d'autres qui seront à 12, 13 ou 14. D'où l'importance majeure de cette activité de contrôle dont, on va être très clair, les actionnaires se moquent traditionnellement comme de l'an 40. Bon, pourquoi est-ce qu'on perd 10% sur le mois ? Alors, je ne vais pas vous parler 10%, ça c'est un pourcentage, je vais vous parler maintenant en montant. La perte de valeur du portefeuille, elle est de l'ordre de 1 500 € sur le mois. On était peu ou prou à 14 000, on est maintenant à environ 12 500. Plus de la moitié de cette perte de 1 500, c'est-à-dire environ 800 €, se fait sur 2 lignes, Eramet et Saint-Gobain, qui affichent toutes deux des reculs qui sont compris entre 25 et 30% sur le mois, et que ce sont des lignes qui ont des pondérations qui sont proches de la situation normale. À côté de ça, vous avez des lignes qui se tiennent mieux, même si elles sont en baisse, mais on est sur des baisses qui sont aux alentours de 50 € environ. On a notamment Christian Dior, que vous évoquez il y a de cela quelques instants, et on a aussi les 2 dernières valeurs qui ont été choisis par la communauté, c'est-à-dire Orange et Pernod Ricard. Bon alors, Eramet nous plombe, mais l'intérêt de suivre le portefeuille mois après mois, c'est aussi que ça nous donne une mémoire. Et sur Eramet, là pour le coup, on avait fait le jackpot. Eramet nous plombe, je trouve ça nickel. Ce truc-là, en fait, ce que vous me dites, ça me conforte dans la méthode. Combien de fois je vous ai dit que je ne voulais pas gérer en fonction du prix de revient ? Si on avait appliqué la règle, qu'utilisent certains, en disant quand je gagne 10% sur une valeur, je sors. Eh bien, on n'aurait plus d'Eramet depuis très longtemps. Elle est entrée en portefeuille à moins de 43 € et fin juin, elle était à un peu moins de 100 €. Elle a continué à baisser derrière. Pour autant, quand son poids est devenu très très important, qu'est-ce que j'ai fait ? On a arbitré. J'ai tiré la sonnette d'alarme en disant prendre trop de risques, il faut qu'on allège. On l'a fait par 2 fois et cette action d'avoir finalement limité le risque sur Eramet qui devenait plus important, ça a eu un impact qu'on peut quantifier de manière très simple sur notre performance du mois de juin. Sur Eramet, on a perdu 500 € sur le mois. Si on n'avait rien fait au mois de février et au mois de mars sur le titre, on aurait perdu 900 €. Preuve quand même que la gestion du risque, ça a quand même son utilité. Donc pas de regret. Si, en fait, je vais vous dire, je peux avoir un regret, c'est que quand Eramet a explosé ses niveaux de risque, on aurait dû réouvrir le dossier pour savoir si cette valeur devait encore rester dans le portefeuille, si elle avait encore les qualités requises ou s'il fallait l'arbitrer pour une autre valeur du secteur. Ouais. Vous vous rappelez qu'on avait eu la question de Zoubir la semaine dernière sur Essilor et sur le changement de patron, ça aurait été le bon réflexe. Sauf qu'on n'avait pas le temps. Pourquoi ? Parce qu'on était en pleine discussion avec la communauté sur les services de consommation. Donc on a fait
Le service minimum. Et ça veut dire qu'en pratique, quand on gère un portefeuille boursier, on ne peut jamais être totalement optimal. Bon, rapidement, un dernier commentaire. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est que j'ai regardé par rapport au CAC, où en apparence, on a une performance qui fait 2 points de moins que le CAC. On se dit, c'est pas bon, mais en réalité, on a quand même 20%. Il y a un vrai sujet, c'est que le CAC, il tient à peu près correctement parce qu'il y a du luxe. Il y a 30% de luxe. Dans le CAC 40, et nous on a 9% de Christian Dior, et ça aussi ça fait la différence. Jean-François Filiatre et Marché Gagnant, on se retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions des auditeurs. Allez.